Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h05, merci d'être avec nous avec notre invité ce matin, Thibaut de Montbrial, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Et vous avez écrit ce livre, Osons l'autorité, aux éditions de l'Observatoire. Mais avant, on va revenir sur ce que disait Yves de Kerdrel peut-être. Oui, d'ailleurs, vous allez pouvoir réagir aussi, Thibaut de Montbrial, parce que Yves, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous disiez en fait tout à l'heure, oui, alors moi, dans les cours d'éducation civique, on parlait en fait de Voltaire, pas forcément de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous... ou de Zola avec J'accuse. Bien sûr, oui. Forcément, parce qu'il n'y avait pas Charlie Hebdo aussi à l'époque, voilà. Oui. Mais vous dites que quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Que c'était maladroit, en fait, c'est maladroit d'utiliser les caricatures dans un cours d'éducation civique? C'est ce que vous voulez dire? Non. Je dirais pas maladroit parce que maintenant faut peser chaque mot. Ouais. Faut peser chaque mot. Je dis que je pense que encore une fois, je ne connais pas le manuel d'éducation civique et ce qu'il y a dans le manuel d'éducation civique. Oui. Je pense que les professeurs, comme l'a dit Thierry Guerrier, ils ont la chance d'avoir un très bon ministre. Ce très bon ministre a sûrement un très bon directeur des programmes et qui fait en sorte que les manuels scolaires soient d'excellents supports d'enseignement. Oui. Donc c'est d'abord les supports d'enseignement qui sont à regarder. J'ose espérer que dans ces supports que sont les manuels scolaires, dans le chapitre liberté d'expression, il n'y a pas en tout cas que les caricatures de Charlie Hebdo pour illustrer la notion de liberté d'expression. Allez, d'un mot, Thierry Guerrier. Voltaire et Zola figurent encore au programme aujourd'hui, et il n'y a pas que les caricatures du moment. C'est là où je me suis un petit peu opposé à Yves, mais non, il ne faut pas non plus avoir l'air de démissionner. Entre-temps, il s'est passé 2015. Voilà, et ça change tout. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé l'attentat de Charlie, et Charlie est devenu un élément emblématique, que l'on l'aime ou pas, et c'est navrant, mais c'est comme ça. Et donc, ne pas l'évoquer, ce serait omettre un élément constitutif de notre histoire en matière de combat pour la liberté d'expression. Oui, absolument. Bon, ça méritait d'être précisé après ce qu'on avait dit en fait tout à l'heure. Thibaut de Montbrial, justement, vous revenez un petit peu sur tous les mécanismes qui aboutissent à ce qui s'est passé vendredi dernier, quoi. Je fais un livre qui fait le constat de ce que dans notre pays, depuis une quarantaine d'années, petit bout par petit bout, l'autorité s'est effondrée. C'est-à-dire que tous les relais d'autorité, l'autorité de l'État, les relais qui sont aussi des relais institutionnels non étatiques, tout ça a disparu. Avec le reliquat, c'est des comportements individuels, des confrontations de volonté, et le fait que notre société aujourd'hui est plus fragmentée que jamais dans notre histoire contemporaine, que la violence, et j'en donne un certain nombre d'exemples, est en train de devenir un des modes normaux de résolution du conflit, ce qui est une catastrophe. Violence contre les forces de l'ordre qui ne sont plus vues comme des personnes dépositaires de l'autorité publique chargées d'assurer la paix publique, mais comme une bande rivale. Violence entre nos concitoyens, violence ethnique, violence territoriale, de la violence partout. Donc, après avoir fait le constat et l'avoir nourri par un certain nombre d'anecdotes, je propose évidemment un certain nombre de solutions. Oui, on reviendra tout à l'heure effectivement dessus. Mais pour faire le lien avec l'attentat abominable de vendredi soir, nous avons sur le champ de l'islamisme, qui est celui qui m'inquiète le plus, nous avons failli parce que pendant trop longtemps, et la jeunesse de cet attentat l'illustre à merveille, nous avons confondu toute la défiance que nous devions avoir évidemment envers ceux qui maniaient la violence, c'est-à-dire les terroristes islamistes, dont le problème est bien pris en compte depuis longtemps, et nous avons par décalage, eu une indulgence pour les gens qui professent l'islamisme politique. Or, les deux ont le même objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on voit bien que ce qui a amené à la décapitation, c'est-à-dire, il faut quand même être clair, à l'application de la charia,
sur le territoire français. C'est des appels relayés par des réseaux sociaux et par un certain nombre d'associations islamistes qui ont désigné Samuel Paty comme cible, sachant que 95% des gens qui allaient lire ces désignations allaient s'en prendre à lui par les réseaux sociaux, en le harcelant, en l'insultant, etc. Ce qui est déjà insupportable. Mais qu'il y a un reliquat de 5% de gens capables de prendre un couteau et de passer à l'action. Oui, mais vous connaissez bien tout le cheminement de la sécurité, du renseignement en France. Et là, l'État et la sécurité, le renseignement a failli, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu ces appels sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais c'est très difficile de répondre à cette question. En l'occurrence, déjà, il y a un point qui est... Alors là, je me repose sur ce que la presse révèle. Hein. J'ai pas d'informations privilégiées. Le renseignement territorial avait quand même fait une note, c'est-à-dire que la difficulté, le harcèlement dont Samuel Paty faisait l'objet, la désignation dont il faisait l'objet, avait été identifié. Ensuite, c'est extrêmement difficile parce que ce qu'on appelle des signaux faibles, comme ça, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à quelqu'un pour des propos ou pour un comportement par les islamistes, aujourd'hui, c'est quotidien en France. C'est-à-dire que la technique de harcèlement sur les réseaux sociaux, elle est partout. Moi, je suis l'avocat de Zineb El Razoui. Zineb a été prise dans le collimateur d'une association islamiste bien connue et de son président qui est un des influenceurs islamistes sur les réseaux sociaux, et il y a des procédures en cours, des dépôts de plainte, etc. Mais c'est extrêmement compliqué parce que je vous dis, il y a le signal faible et puis les gens vont vous dire bah oui, mais on n'a rien qui laisse penser qu'il va y avoir un passage à l'acte. Sauf que le problème, c'est que la désignation elle-même est c'était très clair. C'était quand même très clair, quoi, dans la désignation, dans l'appel sur les vidéos. C'était très clair, mais avec toujours on a en face de nous des gens qui maîtrisent extrêmement bien et le droit et le vocabulaire et qui sont toujours à la limite parce que une menace de mort, c'est réprimé par la loi et ça donne lieu à des procédures judiciaires quand des plaintes sont déposées. Mais quand vous avez une désignation en disant regardez ce type-là ou cette journaliste, voilà ce qu'il dit, c'est inadmissible, ils sont islamophobes, etc. On est à la limite, mais simplement quand on sait comment ça fonctionne, c'est une désignation. La désignation et l'accusation d'islamophobie c'est poser une cible dans le dos des gens. Question, Cécile. Oui, moi je voulais voir si c'était de l'inconscience collective, c'est quoi? C'est du déni, de la peur? Qu'est-ce qui se passe depuis tant d'années? Alors c'est très intéressant parce que moi je pense que la classe politique a une vraie responsabilité, les médias aussi, pas tous mais beaucoup, parce que on s'est laissé prendre, mais en fait on s'est laissé prendre dans un piège qui pourtant est théorisé. Quand on connaît un petit peu le sujet, si on travaille, si on lit, on se rend compte que la stratégie des frères musulmans pour la conquête des pays occidentaux, elle se fonde sur un cycle qui est provocation-victimisation. C'est-à-dire que c'est un cycle que je décris dans le livre. Je cite notamment Mohamed Al-Souri qui a écrit en 2006 un livre qui s'appelle L'appel à la révolution islamique mondiale et qui théorise à la fois ce que doit être le bon djihad, mais en même temps comment réislamiser les gens de culture de culture ou de religion musulmane en Europe qui auraient tendance à s'assimiler, ce qui est l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne des citoyens pour qui la religion est une liberté absolue mais sécularisée et qu'il n'y ait pas de difficulté de la religion ne prime pas la loi de la République. Oui, ce que vous dites, Thibaut de Montbrial, c'est que c'est vrai de ce personnage qui n'appelle pas forcément à s'attaquer de face à des géants de la démocratie, mais à ce que vous dites de multiples fractures, quoi, avec des terroristes un peu comme celui de vendredi dernier, quoi. Multiples fractures en fait à la démocratie, quoi. Il y a deux choses sur l'action violente, parce qu'en réalité, si je prends un pas de recul, parce que tout ça est extrêmement intéressant et c'est très important. Et je pense qu'une partie de la confusion qui frappe notre pays vient de là. C'est que l'islamisme, c'est un projet politique. D'accord ? C'est un projet totalitaire et politique qui vise à renverser la loi de la République pour instaurer en France comme ailleurs la charia. Alors il y a des gens que ça peut faire sourire, on peut dire oui mais attendez, on est beaucoup plus nombreux, etc. J'en sais rien, toujours est-il que c'est leur objectif et qu'il est affiché. Donc on a toujours tort de ne pas écouter ce que nos ennemis nous disent. Et qu'il avance. Alors, évidemment. Bon. Ensuite, cet islamisme, pour faire très synthétique, il a deux chemins. Le premier chemin, c'est la violence.
c'est la violence politique. Vous savez, le terrorisme, c'est un mode opératoire à des fins politiques. C'est la violence comme moyen d'action politique. Donc ça, l'idée, c'est de fracturer le pays, qu'il y ait des ripostes d'extrême droite et qu'on parte à la guerre civile. Ça, c'est le premier objectif. À côté de ça, vous avez un deuxième objectif, qui sont les gens qui sont non violents et qui disent, nous allons vous conquérir, enfin, qui disent pas ça comme ça, mais c'est leur objectif, nous allons vous conquérir en utilisant vos lois contre vous. D'accord ? Mais ce qu'on a beaucoup oublié, et c'est l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on s'est même parfois appuyé sur les islamistes non violents pour combattre les terroristes, en tombant dans un piège absolument tragique. Moi, je dis que l'islamisme politique, c'est-à-dire que l'objectif final, c'est ça le danger qui nous guette. Que ce soit par le chemin de la violence, ce que chacun comprend aisément, ou par le chemin de la politique, de l'association, du monde associatif, de la participation à des listes politiques, à des élections locales, etc. Parce que c'est ça l'enjeu. Là, nous avons péché par naïveté, par duplicité, par lâcheté, et vraiment parfois par une vraie complicité. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Thibaut de Montbrial, et puis avec des appels également. Corinne est avec nous au standard. Et on verra comment répliquer aussi, et si les premières répliques du gouvernement ce matin, enfin à l'annonce de hier, le Conseil de défense et encore ce matin, sont déjà à la hauteur. On va voir ça dans un instant. Restez avec nous, 9h15, on revient tout de suite. 9h18, merci d'être avec nous. Thibaut de Montbrial est avec nous. Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire, et vos appels au 0826 300 300 avec Corinne qui est avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis très triste. J'ai pleuré pour le Bataclan. J'ai pleuré pour Charlie. Si on lâche Charlie, on est mort dans notre culture. Je voulais vous dire quand même une chose, c'est Monsieur Guerrier, il a très bien parlé. Je trouve que c'est très bien ce qu'il a dit, c'est modéré, c'est très bien. Par contre, le monsieur qui dit que manque d'intelligence pour quelqu'un qui s'est fait couper la tête, il faudrait peut-être un peu réfléchir aux mots qu'on dit. Non, mais c'est vrai, Corinne. Mais on lui a dit, c'est pour ça, on l'a rappelé là d'ailleurs. Voilà. Non, je lui en veux pas, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Depuis 2012, 267 morts, dont 3 enfants à Toulouse. La moyenne d'âge, c'est combien? 30 ans? C'est quand même. Là, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. La compromission. J'aimerais que les journaux qu'on lâchait Charlie, qui n'ont pas fait paraître les caricatures, maintenant prennent bien la mémoration de ce hussard de la République qui est mort, qui prennent bien la photo et qui marquent compromission. Quand le monsieur Guerrier dit la seule chose que je n'étais pas d'accord avec lui, nous avons un bon ministre. Ce monsieur ministre était déjà là sur Sarkozy. Il a dit pas de vague. Lila, elle était quand même à l'école, on l'a abandonnée. Et voyez, moi, ça me fait pleurer parce que on a changé nos programmes. Maintenant, à un moment où je ne sais pas, moi, je vous ai déjà dit que j'ai habité au Québec. Allez voir la politique qui a été faite au Danemark. Les Polonais ne veulent pas d'émigration pour pas finir comme la France. Voilà, moi je pense que les musulmans, énormément de gens sont bien dans notre République et ils ont plus de mérite que moi, que n'importe qui d'avoir éduqué leurs enfants dans la République. Mais il y a des choses, écoutez, quand on nous dit il faut être intelligent, est-ce que le français lambda apprécie les burkas qui pullulent partout, qui sont le drapeau islamiste? Alors, est-ce que les prières de rue, est-ce que c'est tolérable de notre société? On a fait trop de compromissions. Et les hommes politiques, depuis 30 ans, ont fait des compromissions électorales et tout, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il va falloir se ressaisir. Et plus de grands textes, de grands mots, de grands discours, on s'en fout. Que les gens arrêtent de parler, agissent. Parce que Corinne, voilà. Corinne, non, mais je pleure, je suis malheureux. Non, mais je comprends. Et à vous écouter, il y a beaucoup évidemment d'émotions. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme vous. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi à 7h15 quand on a passé tout à l'heure cette parent d'élève, justement d'un élève de Conflans qui était avec nous et qui depuis 3 jours n'arrive plus vraiment en fait à dormir et a vu ce qui s'est passé. C'était évidemment terrible. Et puis tous les autres. Thibaut de Montbrial, c'est un renoncement en quelque sorte d'une classe politique aussi pendant 40 ans, comme vous le disiez en fait au début, et certains qui sont allés, comme le disait Corinne, dans des compromissions. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a voulu, on a opéré une distinction entre ceux qui prenaient la violence et les autres, en pactisant pour certains, notamment au moment des élections locales, avec les islamistes non violents. Moi, je voudrais rebondir sur une chose extrêmement importante que Corinne vient de dire. L'enjeu de l'abomination de vendredi soir pour la République, il est extrêmement clair.
Après le 7 janvier 2015, la plupart des médias français a renoncé à publier des caricatures de Mahomet. C'est-à-dire qu'on critiquait, on dénonçait, mais par contre, on restait quand même très prudent et plus personne ne publiait. Quand Charlie, au début du procès des attentats qui se déroulent actuellement à Paris, qui a commencé le 2 septembre dernier, quand Charlie Hebdo, le premier mercredi, a republié les caricatures, seul causeur les a publiées avec lui, et un certain nombre de médias ont dit est-ce bien raisonnable, est-ce que c'est pas un peu de la provocation, etc. etc. Donc, je pose ça là, les médias français ont quand même été très refroidis, sans mauvais jeu de mots, par l'attentat, les conséquences de l'attentat de janvier 2015. Si maintenant, les profs ne peuvent plus enseigner la liberté d'expression, qui est quand même un des fondements, un des piliers de notre République, c'est une catastrophe absolue. Parce que ça voudra dire une chose purement et simplement, c'est que par cette administration de la charia, un vendredi après-midi, dans la rue d'une banlieue française, parce que c'est comme ça qui s'est passé, eh bien, la conséquence que nous aurons, c'est que après les journalistes, eh bien, les enseignants n'oseront plus parler de liberté d'expression en utilisant des sujets d'actualité. Donc moi, ce que je demande depuis vendredi, je ne suis pas le seul, mais j'insiste et je pense qu'il faut le faire, c'est que si la question de ceux qui diffusent est une problématique, parce qu'en diffusant, vous mettez votre vie en danger, alors il faut que tout le monde diffuse. Il faut créer, pour prendre une analogie médicale de Bonalois en ce moment, une immunité de groupe. Si tout le monde, une bonne fois pour toutes, pendant 2-3 jours, publie, l'identité de celui qui publie n'aura plus d'importance. Parce que dans 15 jours, quand les cours vont reprendre, il n'est pas question de dire aux enseignants, allez-y, soyez courageux, et tout seul face à une classe de 30, débrouillez-vous, et puis on est avec vous, et merci pour tout. Ça, il n'y en a pas un qui va le faire, et je serai eux, je ne le ferai pas. On ne peut pas les abandonner comme ça. Par contre, s'il y a une diffusion massive, publique, de caricatures, pas seulement de caricatures qui touchent la religion musulmane, de caricatures qui touchent toutes les religions, comme ça on peut dire aux jeunes Français, quelle que soit leur confession, mais regardez, c'est la raison d'être de la liberté d'expression de notre pays. Ensuite, on peut rebondir sur Zola et Voltaire, mais il faut d'abord parler aux jeunes de ce qu'ils vivent comme expérience contemporaine. Oui, mais Thibaut de Montbrial, vous êtes quand même d'accord que le relais doit être aussi fait sur les réseaux sociaux et qu'il y a un vrai problème là-dessus aussi. Ça c'est sûr. Et que si effectivement Facebook, Twitter, Snapchat et tout ça se mettait au diapason, on aurait moins ce genre de problème. Bien sûr. Mais alors là, c'est quand même l'occasion de revenir sur la loi Avia, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises. Là, on se met à la regretter. Dieu sait que je suis sensible à la question, puisque Zineb, ma cliente, est désignée régulièrement, moi-même, enfin bon bref. Donc, je suis de Charlie. Oui, Zineb, qui est ancienne journaliste de Charlie Hebdo. Donc je suis à tous égards très sensible à la question. Par contre, ce qu'il y avait dans la loi Avia, d'abord, il ne faut pas oublier que dans l'exposé des motifs de la loi Avia, il y avait quand même la lutte contre l'islamophobie, dont le concept est en soi scandaleux, puisque c'est le terme utilisé par les islamistes pour ne pas qu'on puisse critiquer l'islamisme. Donc il faut savoir quand même dans quel piège était tombée Madame Avia et les gens qui avaient préparé ce texte. Ensuite, deuxièmement, ce qui était prôné dans cette loi, et c'est ça qu'a censuré le Conseil constitutionnel, c'était que sur simple signalement dans les 24 heures, ce soit l'opérateur lui-même qui retire le message. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est ça qui a été anticipé. C'est que tous les groupes de pression, donc en particulier les islamistes si on parle de l'islam radical, mais d'autres si on parle d'autres sujets, auraient fait des signalements massifs au moindre tweet, au moindre message allant à l'encontre de leurs convictions, et pour ne pas avoir de problème, auraient été déconnectés. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un comme moi qui suis assez engagé, il n'y aurait pas un tweet qui serait passé. Zineb El Razoui non plus. Tous les gens engagés auraient été déconnectés de fait par la pression de groupes de pression. Non mais c'est bien pour ça qu'il y avait eu quand même une mobilisation en fait à l'époque pour ne pas que ça passe. Alors maintenant, il y a aussi et après, que faire? Parce que c'est vrai que ce qu'on vient de dire, tout ça est particulièrement en fait intéressant et c'est un bon constat. Gérald Darmanin parle de dissolution là du CCIF, d'autres. Il y a des expulsions potentielles qui pourraient avoir lieu. Ça va dans le bon sens. Alors ça va enfin dans le bon sens et on est quand même un peu. On se demande pourquoi avoir attendu tant de temps. Parce que ce qui est annoncé ce matin, ce sont des choses qui sont des choses de bon sens. On découvre pas tout à coup l'eau tiède.
Que les associations dont la dissolution est annoncée ce matin, les CCIF, Baraka City, qui sont des relais objectifs de l'islamisme politique en France, qui mettent en place les stratégies de conquête dont on parlait tout à l'heure, avec du financement public pour certaines, c'était un scandale pur et simple. La question des expulsions, quand Gérald Darmanin fait une conférence de presse au milieu de la semaine dernière et qu'il explique ce que tout le monde sait, puisque c'est notoire, qu'il y a 4000 étrangers, 4111 exactement, étrangers inscrits au fichier des terroristes dangereux. D'accord ? Que font-ils ? Ces gens ne sont pas binationaux, ils sont étrangers. En quoi est-ce qu'un type qui est identifié comme présentant un danger terroriste et étranger a la moindre légitimité de rester sur notre territoire? En quoi ? Il y a intellectuellement là je bloque, je comprends pas. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Mais là, c'est parce que en fait, l'ensemble des procédures judiciaires, ce que vous disiez tout à l'heure, sont beaucoup plus longues et on n'y arrive pas et ça bloque, quoi. Quand il y a eu, et vous le décrivez très bien dans les mécanismes dans votre livre, quand il y a eu des expulsions qui ont été décidées, souvent il n'y a pas d'application de reconduite en fait aux frontières, quoi. Oui, c'est vrai que c'est 15-20%, je crois. Je cite dans le livre ce rapport terrible de la Cour des comptes qui dit que le taux de reconduite effectif à la frontière pour quelqu'un qui est en situation irrégulière en France, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est en situation irrégulière, asile rejeté ou autre, c'est 15%. Donc en clair, aujourd'hui, il y a un théorème qui est étranger en situation irrégulière qui rentre en France égale étranger en situation irrégulière qui reste en France. Ce qui est effectivement un vrai problème. Mais vous revenez aussi à la base sur la reprise du contrôle de nos frontières et vous proposez même des créations de zones d'attente de demandeurs d'asile. Oui, alors moi je pense que il faut être pragmatique. C'est que on ne peut plus se permettre la vague de septembre 2015 où 1 million d'étrangers sont rentrés en Europe, dont on sait quand même aujourd'hui que seules 100 000 identités ont été contrôlées, c'est-à-dire qu'il y a 900 000 personnes qui sont rentrées en Europe dont on ne sait pas qui c'est. C'est du déclaratif pur, mais on n'a aucun élément d'identité autre que leur déclaration. Cette vague a en partie déstabilisé notamment l'Allemagne, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, on voit également, parce qu'il faut être clair, que les 3 derniers attentats commis en France ont été commis par des gens qui sont sous le régime de l'asile. L'attentat du 4 avril dernier à Romans-sur-Isère, c'était un Soudanais. L'attentat commis le 25 septembre dernier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, c'était un Pakistanais prétendument de moins de 18 ans, qui en avait en réalité 25. Et l'attentat de vendredi, c'était donc un jeune Tchétchène. Donc on a un problème sur l'asile, et moi je pense qu'il faut, plutôt que de se retrouver à courir ensuite après les gens dont les demandes d'asile sont refusées, déjà je pense qu'il faut serrer la vis sur les acceptations de demandes d'asile, et ensuite, pour les gens qui rentrent, il faut les accueillir dans les conditions évidemment les plus dignes. Oui, mais on ne sait pas comment ils rentrent pour certains. On n'arrive pas à les repérer, quoi. C'est pour ça que mais c'est pour ça que dans le livre, je préconise, et je sais que ça a été proposé à des ministres, etc., parce que vous imaginez bien que si je l'écris dans le livre, je le dis aussi à des politiques. Vous avez rencontré à l'époque Christophe Castaner. Bien sûr, tout ça, je ne me contente pas d'écrire le livre, je vais voir les gens, je propose, etc. Il faut que l'Europe, c'est pas la France, ça, c'est l'Europe, fasse un blocus maritime, c'est-à-dire qu'il faut faire comme l'Australie. L'Australie a une immigration zéro. Alors vous allez me dire, c'est une île, c'est plus facile. Vous utilisez les flottes européennes pour faire un blocus, les gens auront beaucoup plus de mal à rentrer, ce sera quasiment impossible. Et ça n'empêche pas, encore une fois, de les traiter avec humanité. Je pense qu'à un moment, il faut que nos gouvernants comprennent que la priorité, c'est de protéger notre population. Thibaut de Montbrial est avec nous, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Ce sont des paroles cash, mais parlons vrai sur Sud Radio. On dit les choses à travers ce livre que je vous conseille. Donc, Oser l'autorité, parce que ça revient sur l'ensemble en fait des mécanismes qui ont conduit à ce que l'on vit en fait aujourd'hui. Et tout est dit. Alors, vous décrivez justement une fameuse 3e vague des attaques en fait actuelles. On en parle dans un instant. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Nous serons aussi avec d'autres invités dans quelques minutes jusqu'à 10h. Et évidemment, Sud Radio est en édition spéciale avec Valérie Expert et beaucoup d'invités, André Berkoff également, jusqu'à 14h. Cécile de Ménibus. 9h33, merci d'être avec nous toujours avec Thibaut de Montbrial, avocat au barreau de Paris, et pour ce livre Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire, et beaucoup d'appels au standard. 0826 300 300 avec Philippe qui est avec nous. Dans un instant, je précise aussi que nous serons avec Corinne Vézérian qui est chargée de mission laïcité du côté de Lille, et puis Erwan Seznek un petit peu plus tard qui sera avec nous aussi sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la compromission de certains nos élus et l'islam. Philippe, c'est avec vous, bonjour, donc bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour à tous. Ouais. Je sais même plus quoi dire tellement je suis touché par ça. Ouais.
Bon, allez, on va faire simple. Vous êtes enseignant ou pas du tout? Non, je suis pas enseignant. Moi, je travaille dans le commerce et voilà. Alors, je vais vous le dire. Ouais. Là, je vais le dire parce que d'habitude, je dis pas. Je dis que j'habite proche de Fontainebleau parce que ça permet de situer où je suis. Ouais. Moi, j'habite l'Orel-Bocage. Ouais. Où il y a un collège où M. Paty a enseigné. Ouais. Ouais. Il a eu mes 2 filles en cours. Putain, je suis défoncé. Là. Il a eu mes 2 filles en cours. Et en fait, ce nom m'a sonné. Quand j'ai vu son nom apparaître, ce nom m'a sonné ma mémoire. C'est ma fille aînée, qui est à Toulouse aujourd'hui, puisque maintenant elle est partie ses propres ailes. Elle me dit, tu sais que le prof qui a été assassiné, c'était mon prof. Mais c'est un truc de malade. Et moi, je devais intervenir ce matin par rapport justement aux campagnes qui sont un peu oubliées. Alors moi, je vais vous dire ce que je suis. Je vais vous dire ce que je suis aujourd'hui. Moi, je suis un petit blanc qui vivait dans la petite couronne parisienne. J'aurais pu laisser mes enfants proches de tout ça. J'aurais pu accéder à la culture. J'adorais aller sur Paris, voir les musées, aller au Panthéon, montrer les grands hommes, ceux qu'ont fait notre France. J'ai choisi de quitter ça pour aller à la campagne, pour protéger mes filles de ce que je voyais venir. Et moi, un matin, je me lève et ça me pète à la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décapite le savoir. Parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que le totalitarisme, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a commencé à bien gangréner toute notre société, les forces de l'ordre aujourd'hui sont à poil. L'État, les lâches, Coquerel ce matin, mais c'est un scandale. Les syndicats, c'est un scandale. Les mouvements, tout ça, associatifs, c'est un scandale. Moi, tout ça, ça me fout les tripes. J'ai les tripes dehors, là. J'ai les tripes dehors, moi. Donc, j'ai mis mes filles à l'abri de tout ça. Pour leur dire, je vais les protéger. Mais aujourd'hui, ça me pète à la gueule. Et quand j'entends Monsieur Kerel, il me fait plaisir. Je viens d'apprendre qu'il est affilié à la France Insoumise. Mais il l'a tué une deuxième fois. Il l'a tué une deuxième fois, Monsieur Paty. Donc, l'intelligence et le courage de cet homme... Tout le monde met en avant son courage, mais moi je suis un lâche. J'ai même pas osé les montrer, ces caricatures. Je suis un lâche blanc. On baisse la tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la vérité. J'ai cru entendre qu'il y avait des gamins dans les cités qui aujourd'hui chantaient, dansaient. Il y en a même mais se sont glorifiés que la tête de cet homme s'est roulée à côté de son corps. Mais aujourd'hui, nous, on est tous là. Dans notre baraque cloîtrée, et en plus notre président, ils passeront pas, mais ils sont déjà là. Il nous met en couvre-feu. Non, on est des Pékins, paumés, on obéit comme des petits moutons, parce qu'on est républicains, on aime notre pays, on est tolérants. Mais comme le disait M. de Montbrial, notre tolérance, elle est en train de nous flinguer. Elle est en train de nous tuer, cette tolérance. Moi, j'ai été élevé avec cette laïcité. Ma mère, elle a fréquenté des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Elle avait des pièces de 30 kilos toute sa vie. Aujourd'hui, elle lutte contre un cancer. Elle m'a élevé dans la tolérance des autres. Et moi, aujourd'hui, contrairement à ce que dit M. Coquerel, et contrairement à ce que dit M. Cadrel, aujourd'hui, ceux qui tuent, c'est des gens qui tuent au nom de l'islam. Des islamistes. Mais aujourd'hui, personne ne le dit. On cherche le mot, on a peur. Philippe, merci de votre témoignage. Restez en ligne avec nous. Thibaut de Montbrial, c'est ce qu'on évoquait en fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté en fait de cet islamisme fondamentalisme de mettre la peur en fait dans la société, quoi. Un témoignage extrêmement fort, très émouvant. Moi, bien sûr, je peux pas dire autre chose que je vous comprends, Philippe. C'est d'ailleurs pour ça que je m'engage, que j'écris ce livre, que je monte au combat à ma manière. Et c'en est un. On peut plus subir. Il y a un des chapitres du livre qui s'appelle ne pas subir. Il y a un moment, il faut arrêter. Je crois que nous sommes arrivés au point où la question à se poser, c'est est-ce que nous allons mourir de nos valeurs? Voilà. Moi, je n'accepterai jamais que la France que j'aime meure de ses valeurs. Vous savez, moi, mon engagement sur ces questions, j'aurais pu rester, je suis avocat, je dirige un cabinet qui marche très bien, j'ai une vie objectivement agréable, je gagne bien ma vie, etc. J'aurais pu rester loin de ces sujets qui sont des sujets qui m'amènent aujourd'hui à vivre sous protection policière, avec des incidents réguliers, etc. Donc, c'est parce que précisément, quand on est identifié comme quelqu'un qui peut réveiller le pays, avec d'autres, je suis évidemment pas tout seul, mais on se fait prendre à partie, parce qu'on est des gens, une fois de plus, qui sont dans une logique de
reconquête. Et moi, ce que je ne supporte pas, je le dis franchement, je me livre à vous parce que je le dois à quelqu'un comme Philippe qui s'est livré à nous. Eh bien, moi, je me livre à vous à mon tour. Moi, quand j'étais jeune, j'ai servi dans l'armée française. Je ne me résous pas à passer devant les cimetières militaires, à voir les dizaines, les centaines, les milliers de tombes de jeunes Français qui sont morts pour la République et qui nous regardent de là où ils sont et qui doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que notre pays n'est pas en train de s'effondrer, de se décomposer de l'intérieur ? Eh ben non, moi je ne m'y résigne pas et je ne m'y résignerai jamais. Oui, et puis je le précise aussi, vous n'avez pas d'étiquette politique, quoi, bien sûr. Vous êtes complètement en fait un citoyen, quoi, qui est engagé pour les valeurs entre guillemets de la France, quoi, de ce pays, en fait, des droits de l'homme qu'il était jusqu'à présent, quoi. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les droits de l'homme. Non mais voilà, mais bien sûr, je vais vous amener. Non, mais le problème, c'est que nous sommes en train d'être attaqués pour ce que nous sommes et nous sommes considérablement affaiblis parce que nous avons un certain nombre, notamment de corps intermédiaires. On a déjà parlé des politiques, donc je n'y reviens pas. Mais on en parlera avec Erwan Seznec tout à l'heure dans 10 minutes. Nous avons un certain nombre de corps intermédiaires, de magistrats, de préfets, qui, alors pas tous, mais qui ont une espèce de naïveté dans l'application de la loi parce que c'est ce que j'appelle dans le livre le judo des valeurs, c'est-à-dire que les islamistes, pour nous déstabiliser, utilisent nos lois contre nous. Ouais. Ils utilisent la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'expression contre nous-mêmes, avec le djihad judiciaire, j'en parle dans le livre, c'est le fait de saisir les tribunaux pour assaillir les gens qui s'expriment sur les lignes que je défends de procédures, pour leur prendre l'esprit, pour les occuper, les ensevelir sous les frais d'avocats, etc. Il y a tout un tas de techniques. Voilà, maintenant c'est le moment est venu de les dénoncer. Encore une fois, il ne faut plus subir, parce que là, on en parlait tout à l'heure, mais la presse a quand même beaucoup de mal à parler, à republier les caricatures, etc. Les enseignants, le grand enjeu, c'est de savoir si on va pouvoir continuer à parler, exemple à l'appui de la liberté d'expression. Mais l'énorme risque, c'est la défaite de fait. C'est l'étrange défaite version 2020. Ben oui, vous avez évoqué les enseignants. On est avec Corinne Vézirian, justement. Merci Philippe pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et on comprend évidemment totalement ce que vous vivez et ce que vous ressentez, bien sûr. Et vous êtes loin d'être un lâche. Oui, Corinne Vézirian, donc chargée de mission laïcité et citoyenneté à l'Institut national supérieur du professorat et d'éducation à Lille. Bonjour Corinne Vézirian. Bonjour. Vous avez entendu Philippe juste avant, là vous deviez être avec nous, et puis Thibaut de Montbrial en fait à l'instant. Vous, après ce qui s'est passé, comment vous vous sentez avant de revenir aussi dans quelques jours à l'école et puis de passer des messages à l'ensemble en fait du corps enseignant? Alors, je voudrais vous dire deux choses. Oui. J'ai entendu, j'ai été touchée, bien évidemment, par les paroles prononcées juste avant moi. Oui. Je voudrais dire d'abord que je n'ai pas peur en tant qu'enseignante et formatrice d'enseignants. Et je voudrais dire également que, bien évidemment, on ne va pas mourir de nos valeurs, puisqu'autrement l'école va s'arrêter, et qu'on ne va pas mourir de nos valeurs parce que les valeurs, c'est ce qui constitue l'humain. Et la fabrique de l'humain, c'est bien ce que nous faisons à l'école, et c'est ce que nous faisons aussi dans les instituts de formation des enseignants. Et je crois que notre rôle à nous, enseignants et formateurs d'enseignants, évidemment, c'est de réenchanter nos cours, parce que de toute façon, ce serait probablement le plus bel hommage à rendre à Samuel Paty. Réenchanter nos cours, réenchanter nos disciplines, et je crois que c'est la plus belle manière que nous ayons de procéder pour répondre à la folie de l'ignorance. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir le soutien des institutions derrière vous, Corinne Vézirian, quand vous passez en fait ces messages et ces valeurs justement à l'ensemble des enseignants? Écoutez, moi je me sens évidemment soutenue par l'institution à partir du moment où les textes de l'institution sont très clairs de toute façon. Alors on pourrait dire il y a les textes, il y a les actes, bien évidemment, mais de fait les textes, c'est ce sur quoi nous nous basons quand on nous dit que la première mission de l'enseignant c'est de transmettre les valeurs de la République, quand ça apparaît dans le Code de l'éducation, dans la loi de la refondation de l'école de la République de 2013,
2013. Ça apparaît dans le référentiel des compétences des enseignants. C'est la première mission, transmettre des valeurs républicaines, des valeurs humanistes, des valeurs universelles. Voilà, pour moi, tout est dit dans les textes de l'institution. Merci Corinne Vézérian. Peut-être un dernier mot aussi avec vous, Thibaut de Montbrial. Donc, Osons l'autorité. Dans votre livre, vous suggérez en fait quelques pistes pour ne pas sombrer, justement, pour ne pas que le pays sombre. Parce que certains, quand on entendait Philippe tout à l'heure, on se disait où va-t-on, et il y a des risques, quoi. Alors, je fais plein de propositions dans le domaine, mais pour finir, et en écho à ce que vient de dire cette enseignante, et évidemment j'y adhère totalement, il faut conserver de l'optimisme. Moi, ce que je dis, une des choses à laquelle je crois vraiment, c'est que nous avons abandonner la question de la transcendance. C'est-à-dire que les islamistes, notamment, recrutent chez les jeunes qui sont parfois un peu perdus, en leur faisant état de l'appartenance à l'Oumma et en leur vendant, parce que ce sont des techniques de vente, l'appartenance à une communauté avec un projet commun, etc. Nous avons des tas de choses à offrir. Mais vous savez, c'est comme en psychanalyse. Pour être aimable, il faut commencer par s'aimer soi-même. Aimons-nous. Arrêtons de nous flageller. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes un pays millénaire, aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, avec 4 grandes valeurs. On dit toujours les valeurs. Moi, j'assume 4 grandes valeurs. La première, c'est l'égalité homme-femme. C'est pas parfait. Il y a un combat continu à mener, mais c'est un objectif, et c'est un bel objectif, premièrement. Deuxièmement, la liberté d'aimer qui on veut, comme on veut. Troisièmement, la liberté de croire, de ne plus croire, de croire de nouveau, etc. Et la 4e grande valeur que je vois, et qui mérite qu'on se batte pour elle, c'est nous avons un mode de gouvernance qui est fondé plutôt sur la bienveillance et avec un certain humanisme. Voilà, tout ça sont des piliers, c'est les piliers de la nation française, aujourd'hui d'un système politique qui s'appelle la République, et qui permet à chacun de s'épanouir dès lors qu'il est en sécurité. Ça mérite que nous recréions autour de ces valeurs un vrai vivre ensemble, et non plus cette coquille vide qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, et qui n'est plus invoqué que par des gens qui commencent par ne pas se l'appliquer à eux-mêmes. Oui, et ce que vous décrivez très bien dans votre livre, vous dites qu'il y a maintenant des centaines de micro-quartiers où justement c'est la charia plutôt que les valeurs de la République qui sont appliquées. Merci Thibaut de Montbrial d'être venu longuement ce matin dans les studios de Sud Radio. Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. Vous reviendrez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses évidemment, et on va beaucoup en reparler. Dans un instant, Cécile, on va continuer. Erwan Seznek sera avec nous, journaliste indépendant dans le Finistère et auteur de Nos élus et l'islam aux éditions Robert Laffont. À tout de suite.